Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux revenir sur cet incendie majeur qui dérange encore ce matin, la congestion et les gens qui veulent prendre de Lorimier vers le sud peuvent pas. Complètement. Puis écoute, quand tu passes devant, enfin le plus près possible, parce que le quadrilatère est encore très contrôlé là, par les services de police, parce qu'il reste plus grand-chose de l'édifice. Moi, je suis passée hier, fin de journée, pour voir un peu ce à quoi ça ressemblait. J'avais un certain attachement, comme je te l'expliquais hier. Moi, j'ai travaillé là pendant 7 ans. Quand on arrive de la Rive-Sud, ça change. C'est impressionnant, hein? Non, mais ça change le paysage. Complètement. Parce qu'il y avait une immense affiche. Tu sais, c'était lent. Tu sortais du pont Jacques-Cartier et là, tu vois la ville. Il y a un côté positif où tu sais, plutôt de voir une grosse affiche, tu vois la ville. Oui. Mais ça change le portrait. Complètement. Puis quand vous arrivez de la Rive-Sud, à Montréal, dans la fameuse, celle qu'on a appelée la courbe Craig, la fameuse courbe de la mort, parce que à l'époque, l'usine de savon Barsalou, c'était une savonnerie, le propriétaire avait refusé l'expropriation, ce qui fait en sorte que c'est pour ça, là, ceux qui se demandent tout le temps, voyons comment ça se fait qu'ils ont fait un pont avec un virage comme ça, c'est que le building qui était là, puis les fenêtres que vous voyez, les premières fenêtres sur le coin, c'était ça, mon bureau, puis ma salle de conférence. Alors avec mes employés, hier, on se disait, mon Dieu, mais on a quand même un petit sentiment un peu bizarre, tu comprends? C'est qu'on aurait pu vous avez quitté, vous autres, mais nous, écoute, vous n'avez pas été remplacés. Ça a été un exercice très pénible, je t'avoue. Je vous passe tous les détails parce que ça s'est fini en cours où j'ai d'ailleurs gagné, mais ça a été des années de litige avec le dernier propriétaire qui a à peu près mis tout le monde dehors. Certains ont fini par s'en aller. D'autres, comme moi, ont refusé des augmentations salées. Ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, on a parlé beaucoup des taxes ces jours-ci, entre autres hier. Hier après-midi, à mon émission, j'avais même Jean-Daniel Nadeau, qui était un propriétaire d'une pizzeria. Je t'en avais parlé le matin, qui était venu dire à quel point il était complètement... Il a vécu un burn-out en 2023, grande dépression, parce que là, ils se sont mis... Déjà que c'était difficile depuis la pandémie, les restaurateurs sont pas aidés, puis là, t'as la ville qui ouvre une tranchée en plein milieu de la rue Stanley au centre-ville de Montréal devant ton restaurant et qui ne t'aide pas parce qu'ils se sont mis une espèce de ligne imaginaire pour dire d'un bord de la rue, t'as des restaurateurs qui vont être aidés, puis de l'autre bord de la rue, non. Ça, c'est le genre de truc illogique, tu sais, que peut décider des fonctionnaires municipaux, mais les gens gueulaient contre les augmentations de taxes, c'est sûr, et y compris au commercial. Puis le commercial, ce que me disaient mes invités, c'est, on n'en parle pas assez, c'est le double parfois, dans certaines villes au Québec cette année, ça va être le double d'augmentation même qu'au résidentiel, Mario. Mais... Alors là, tu te retrouves avec, par exemple, ces propriétaires-là de cette fameuse usine qu'on a vu brûler, qui, voulant en profiter de la situation actuelle, c'est-à-dire on a un marché de l'immobilier qui est avide de nouveaux logements, là, même les villes sont avides aussi de tout propriétaire, tout promoteur qui a des projets. Moi, ce que j'ai su, c'est qu'il avait fini par avoir un certain aval de la Ville de Montréal pour construire... Donc, il a vidé les bureaux, Mais là, il y avait du monde. Fait qu'il fallait les sortir, ce monde-là. Pour mettre des condos, du résidentiel. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Dans le commercial, il y a ce qu'on appelle le 13e mois. C'est-à-dire que, et ça, c'est fabuleux. Moi, j'ai jamais compris ça. Écoute, c'est de toute beauté pour un propriétaire. Tu regardes toutes tes dépenses de l'année, tu divises par le nombre de locataires que tu as, puis let's go. C'est eux qui payent. Tu as déjà compris ça, toi? Moi, j'ai jamais compris cette règle dans le commercial. Au-dessus du loyer, tu veux dire. Puis là, quand tu... Oui. Alors, t'as ton mois de loyer commercial, puis qui inclut une partie des taxes, mais pas toutes. Puis là, et on me dit, moi, j'ai dit, ben voyons donc, comment ça fait ça? Je peux-tu dire non? Non, c'est le même, ça se passe dans le commercial. Le 13e mois. Le 13e mois. Alors, c'est comme un loyer supplémentaire que tu reçois une facture à la fin de l'année où on te dit, ben voilà, étant donné qu'on a eu plus de frais, ben vous allez devoir payer en partie. Fait que c'est souvent réparti au prorata du nombre de locataires. Fait que toi, dans le fond, c'est tes locataires qui payent la totalité de l'augmentation de tes frais. Écoute, c'est une bonne business. Tout ça pour dire que moi, je l'ai refusé. Écoute, j'avais reçu... Mais normalement, historiquement, je payais 300-400 piastres de 13e mois. Soudainement, arrive un nouveau propriétaire, je reçois 24 000 $. Penses-tu que je vais dire d'accord? Voyons donc. Fait que bref, ça a duré 3-4 ans, cette affaire-là. OK, parce que le 13e mois, avant, c'était un petit montant. Quand exactement. C'était quelques cent piastres, tu le payais. Et là-dedans, il mettait 560 000 $, plus d'1 demi-million de dollars de frais de décontamination. Parce que cet endroit-là
effectivement, sur le bord du pont. Puis si vous allez, tu sais, la Société historique en parle beaucoup, là, le musée du Vieux-Monde, là. Bon. L'économusée du Vrai-Monde, c'est ça. Bref, j'ai vu des photos fabuleuses de l'époque où on l'a construit. C'était les faubourgs industriels. Écoute, c'est du fier-monde. Du fier-monde, merci beaucoup. C'est Jean-François. Voilà, merci JF. Et bref, tout ça pour dire qu'ils ont des photos, ils expliquent. Ça a été vraiment quelque chose, la construction de ce pont-là, du pont Jacques-Cartier, qui est quand même une voie d'accès principale de la métropole de Montréal et qui, dans les années, il n'y a pas si longtemps, pour le 375e de Montréal, on a décidé de l'illuminer. Le pont Jacques-Cartier, à mon avis, a toujours été, bien plus que Champlain, le symbole de Montréal. Alors, tu sais, pour tout le monde au Québec, ce n'est pas un petit dossier, un édifice de Montréal a brûlé, là. C'est un symbole pour le Québec. Tu sais, c'est ce pont-là qui a une couleur, qui a une espèce de vert sauge fabuleux. Moi, écoute, quand il fait beau, il change de couleur. C'est un pont qui est un emblème, qui est une icône, dont on a d'ailleurs craint pour sa solidité, parce qu'hier, c'est pour ça que ça a été fermé jusqu'à peu près 3 heures moins le quart, là, qu'on a fini par ouvrir les voies. C'est qu'on se disait, est-ce que la structure métallique a subi les contre-coups du feu, parce que c'est du métal. Tiens. Pour être allé pêcher à quelques reprises dans le fleuve, sous le pont. Il est plutôt gros. Il est impressionnant. Quand t'es dans un petit ponton, un petit bateau dans l'eau, tu le regardes, tu le vois comme... C'est un gros pont. Ah, c'est un immense pont. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de passer dessous plusieurs fois, puis c'est très, très, très impressionnant. C'était une autre vision. Mais tu sais, c'est parce que... Et puis, je finis là, sur le pont, parce que je vais vous parler de mon vol d'identité, mais si on a le temps, oui, on a le temps. Oui. Mais juste pour dire que j'entends beaucoup de gens qui disent c'est quand même dommage que la ville de Montréal n'ait pas jugé bon de mettre de l'argent, de financer ce genre d'édifices. Il y a trop d'édifices patrimoniaux qui partent, qui brûlent et tout. Mais je trouve que c'est un peu facile. Cet édifice-là, c'est parce qu'à un moment donné, quand on dit la ville, c'est pas la ville, c'est les citoyens. Puis à un moment donné, moi, là, je l'ai vu de près. J'ai été dans un dossier, justement, qui impliquait un édifice patrimonial qui a passé de main de promoteur en promoteur. Chaque fois, les promoteurs le voyaient comme un gros signe de pièce, cet édifice-là. Ont-ils amélioré la condition d'édifice? Jamais. Ils n'ont jamais mis une maudite scène, tu comprends, dans cet édifice-là. Pourquoi les citoyens devraient payer pour ça? C'est aux propriétaires qui vont éventuellement bénéficier de l'équité, de la valeur de cet édifice-là, de mettre l'argent qu'il faut. Tu sais, il y a un moment donné, ça suffit aussi. Alors, je voulais donner cet aspect-là aussi, l'autre côté de la médaille. J.A. qui fait un gros dossier sur le vol de données, mais toi, t'es directement impliqué ce matin, là. Ben, écoute, j'ai reçu ça hier dans mon courrier. Oui, on reçoit encore du courrier de Poste Canada. Oui. Et là, c'est une lettre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements, l'OCRI, qui me dit, ma chère Madame Maréchal, le 11 août 2025, donc le 11 août, ça fait 7 mois. OK, on s'en souvient. Et nous avons détecté une cybermenace. Nous avons pris des mesures immédiates pour sécuriser notre environnement, collaborer avec les forces de l'ordre, embaucher des experts en sécurité pour nous aider à enquêter. Et nous pouvons désormais confirmer que vos renseignements personnels ont été obtenus au cours de l'incident. Malheureusement, ça comprend votre adresse, votre date de naissance, votre numéro d'assurance sociale. Et là, plus loin, il dit on est vraiment désolé. Il s'excuse quand même, ce que j'apprécie, je dois te dire. Mais, et là, apparemment, qu'ils ont étudié l'affaire pendant plus de 8000 heures et ils reconnaissent que les renseignements ont été copiés de leur système. Alors, que devrais-je faire? Parce que ça, ils te font une espèce de question-réponse. Alors, ils disent, nous vous recommandons, finalement, je vous fais une histoire courte, d'aller sur Equifax, sur TransUnion, et de verrouiller votre dossier de crédit. Et ça, effectivement, c'est à peu près... Moi, je manque de mots pour dire tout le mal que je pense de ces organisations. Ben, vas-y, ça va m'éviter de... Pas rejoignable. En fait, moi, quand Desjardins nous a abonnés là, à cause de la fuite, là, tu sais, je pouvais y aller, j'ai comme été abonné... Pour me constater que moi, il y avait des faux renseignements à mon sujet, une adresse dans les Laurentides que je n'ai jamais habité. Et là, je me suis mis dans la tête de corriger ça. Je dis, tu sais, à cette heure que je le vois qu'il y a une erreur dans mon dossier, il faudrait au moins dire c'est une adresse, je n'ai jamais habité là, ça n'a pas rapport avec ma vie, j'ai même jamais réussi, là. Mais je suis dans ton équipe, j'ai fait la même chose. C'est des gens full de dossiers de merde, tu mal peux pas renseignés. Parler à quelqu'un, une personne humaine. Tu peux pas parler à quelqu'un. Ils disent de leur écrire. Écoute, je l'ai fait, là.
une vraie lettre, là, écrite à l'ordi. Ouais. Je l'ai pliée en 3. Je l'ai mis dans une enveloppe. Je l'ai mis un thème dessus. Je l'ai envoyé à l'adresse qu'ils disent. Sais-tu quoi? J'ai eu une nouvelle. Même pas d'accusé de réception. Ouais. Pas de correction du dossier. La lettre, ils l'ont pris, est allée direct dans une poubelle des organisations POURRIES. Là. Ouais, pourri. Là, ça, c'est censé nous défendre. Regarde, si tu veux te faire protéger, là, faire affaire avec eux autres. Pourquoi les gens ne vont pas aller verrouiller leur dossier de crédit? Demande-moi si je vais le faire. D'abord, premièrement, merci beaucoup de me renvoyer la responsabilité totale de gérer mon dossier, alors que j'ai aucun contrôle. La preuve, ça leur prend 7 mois avant de m'envoyer une maudite lettre pour me dire... C'est plate, c'est parce que nous, on a échappé ton nom, ton numéro ton numéro d'assurance sociale puis ta date de naissance. Sincèrement, à part mon NIP, il manque plus grand-chose là, pour me frauder. On l'a vu avec Desjardins. Alors, moi, je vais pas aller verrouiller parce que, pour ce que tu viens de dire, la journée où je vais vouloir, par exemple, un prêt bancaire ou tout autre, je veux m'acheter une table dans un magasin. Tu vas être verrouillé. Il va falloir que je déverrouille, que je fasse appel à Equifax, à TransUnion, que je leur dise, voulez-vous, s'il vous plaît, dérouiller? Il paraît que c'est facile, que ça se fait sur Internet. Moi, j'ai pas envoyé de lettre par la poste. J'ai écrit des courriels, moi. J'ai écrit plusieurs courriels au cours des années parce que moi aussi, j'ai eu des erreurs. Puis je traîne des adresses qui ne m'appartiennent pas. Je disais, là, c'est rendu que ces compagnies de crédit font la pluie et le beau temps. Tu sais qu'il y a des... Puis ils font de l'argent parce que ça, c'est gratuit, tout ce qu'on se dit. Mais si tu veux payer, dans le fond, ce que tu comprends, c'est que si tu payes, tu auras un meilleur service. Mais si tu payes pas, ben, tu peux attendre longtemps. L'autre affaire, c'est que dans le cas de Desjardins, on a appris justement hier que les deux bozos qui ont fraudé quand même plus de 9 millions de dollars, vous avez vu combien ils vont avoir? Il y en a qui ont dit, oui, mais ils vont faire de la prison. Mais il y en a, ils vont faire 4 ans, l'autre va faire 6 ans. Crois-moi qu'ils vont sortir dans pas long. Non, mais en matière de fraude, c'est beaucoup, là. En matière de fraude, c'est le plus qu'on a vu, là. Je comprends. C'est surtout la récupération de l'argent qui est fâchante. Mais sais-tu combien ils doivent remettre? Rien. Ben, il y en a un qui doit remettre 38 000 $, puis l'autre... 10, je pense. Écoute, c'est ridicule. C'est ridicule. Ils ont volé 9 millions de dollars. Ben, c'est la crainte qu'on a. Ils vont sortir de prison, puis ils vont aller retrouver leur argent dans un compte. Je suis sûr que tout est au Bahamas, puis la vie est belle là. Merci Isabelle, à demain.